Bonjour à tous et bienvenue à la saison 2 d'Evelyne et Gabrielle font un podcast! On vous l'avait promis qu'on ferait une deuxième saison et ça y est. Et là voilà! En plus, on a eu tellement de fun à choisir les sujets de la saison 2 et merci à vous, chers auditeurs, parce que vous avez contribué largement à nous procurer des sujets. Donc, ça va être un heureux mélange de sujets proposés, sujets qu'on avait le goût de parler et je crois que tout le monde va y trouver son compte dans cette saison 2. Ouais, on a essayé de faire de la variété. Et je me présente, Gabrielle Caron, en compagnie de mon amie et co-animatrice Evelyne Ferron, bonjour! Et aujourd'hui, Evelyne, on a un sujet et j'ai vraiment hâte de parler de ce sujet-là parce que je t'ai déjà entendu en parler et là, je vais pouvoir t'interrompre et te poser toutes les questions que j'ai envie de te poser. Donc, Evelyne, de quoi on parle aujourd'hui? Bon, ça on va dans la Chine de l'Antiquité, à l'époque de celui qu'on va appeler le premier empereur, Qin Shi, qui est donc celui à l'origine d'un des grands mystères archéologiques parce que le site est tellement grand qu'il est toujours en cours de fouille et volontairement son tombeau n'est pas ouvert parce qu'on sait qu'on n'a pas la technologie pour ouvrir ça sans perdre ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, il y a plein de choses autour. Donc, on parle du premier empereur, celui qui est à l'origine de la fameuse armée de Terre cuite. L'armée de Terre cuite. Écoute, c'est tellement impressionnant à voir tous ces guerriers autour. Il y en a combien en tout? Ils continuent de trouver des pits présentement. Là, je dis des pits, mais tu sais, des fosses et tout ça. Fait qu'on est rendu, si on pense, il y a 200 puits, fosses qui ont été fouillés pour l'instant. On a plus de 7500 soldats à peu près. Mais là, tu vois, dans les derniers mois, on a annoncé la découverte de 200 autres là, soldats qui ont été découverts. Si on rajoute aussi le fait qu'on a trouvé des danseurs, des gens qui font du spectacle, des musiciens, ben là, on monte à près de 9000 sculptures, en fait, en terre cuite. Donc, c'est ça. Il y a l'armée de terre cuite, mais il y a aussi tout cet univers particulier où on voit là, des gens qui ont l'air de faire des danses, tu sais, qui jouent d'un instrument de musique. Il y a ça aussi qui a été découvert dans des fosses autour. Donc, il a vraiment amené avec lui tout son univers. En fait, c'est ça qu'on est en train de comprendre. Donc, allons-y pour l'instant avec près de 8000. Mais c'est où? Moi, c'est ça que je comprends pas. C'est certainement pas en plein milieu de Pékin, là, comme c'est situé où? Ben non, t'es dans la province du Shaanxi, dans une zone qui aujourd'hui est encore une zone, on pourrait dire presque agricole, parce que ça n'a pas été trop développé autour, parce que c'est quand même très protégé, là, parce que ça a été découvert, vois-tu, les premiers puits, les premiers morceaux de soldats ont été découverts en 1974 par des paysans chinois, là, et dès que ça a été découvert, ça n'a pas été très long que ils ont fait le lien avec le tombeau possible du premier empereur, parce qu'il faut que tu comprennes que on a quand même une description historique de ce tombeau-là. On sait en fait dans quelles circonstances ça a été fait, qu'est-ce qu'il voulait. On savait juste pas si c'était à ce point aussi grandiose que ce qui était décrit, mais on a un historien terriblement important. D'ailleurs, si jamais vous écoutez des séries chinoises qui se passent dans la Chine ancienne, il y en a beaucoup sur Netflix, entre autres, sur YouTube, sur la chaîne Wushu. Je sais qu'il y en a qui écoutent beaucoup les grandes séries romanesques et tout ça là, en costume. On fait beaucoup référence à cet historien-là, Casey Machian, qui a écrit au 1er siècle avant notre ère et qui a été le premier à essayer de faire une histoire de la Chine ancienne, finalement. Et c'est lui qui nous raconte l'histoire du premier empereur et qui nous parle de ce projet titanesque qui va avoir pris une trentaine d'années à réaliser d'après cet historien-là, d'être immortel, parce que c'est un peu ça qui est derrière, c'est un rêve d'immortalité, de se faire inhumer dans un tombeau où on allait voir le ciel au-dessus de lui, où il allait avoir des rivières de mercure pour donner, oui, l'immortalité, mais rappeler le paysage de la Chine où il habitait, donc c'est surtout la province du Shaanxi, mais ça va beaucoup plus loin, avec des maisons, il y a plein de choses qui se trouveraient à l'intérieur, mais donc quand en 1974, ces morceaux-là sont sortis, tout de suite, on avait une bonne idée là, qu'on allait avoir probablement le tombeau du premier empereur. Les fouilles archéologiques qui ont commencé à se mettre en branle l'ont comme confirmé. Fait que tu sais, t'es quand même dans un milieu un peu campagnard. Ils savaient que ce tombeau-là existait, mais ils savaient pas il était où, puis ils connaissaient pas l'ampleur du tombeau. Pas du tout. Ben, l'ampleur. On se demandait si Sima Qian avait
exagéré, parce que c'est sûr que, bon, quand on prend des textes de l'Antiquité, on s'en va en Occident pour qu'on pense au premier historien du monde occidental qui est Hérodote, qui va nous parler des Perses et tout ça, qui était là en Égypte. Hérodote avait une démarche qui était beaucoup plus « Ah, les Égyptiens me disent que ça se fait de même, fait que j'écris ça comme ça. » Fait que, tu sais, j'ai pas de jugement critique, je me pose pas la question à savoir est-ce que ce qu'on me raconte est vrai ou pas. Même s'il y a du surnaturel dans ce qu'on me raconte sur la momification des crocodiles, ben je vais le pitcher dans mon texte de toute façon. Fait que c'est pour ça qu'il faut souvent faire très attention quand on a des textes d'historiens anciens, parce que le décalage dans le temps fait aussi en sorte que, tu sais, à cette époque-là en Chine, avec les courants philosophiques, je te dirais, du taoïsme, du confucianisme, du bouddhisme aussi qui étaient déjà là, il y avait quand même beaucoup de réflexions sur l'esprit humain et ce qu'il est capable d'accomplir, tu sais, un peu au-delà de l'enveloppe charnelle, on va dire ça comme ça. Fait que, tu sais, des fois, il faut faire attention tout ça quand on lit puis qu'on traduit. Fait que c'est sûr qu'il y avait quand même un doute à savoir est-ce que Sima-Chan nous disait la vérité quand il disait que ça avait pris, tu sais, plus de 36 ans, que les dernières personnes à avoir scellé le tombeau quand l'empereur est mort, ben ont été tuées, puis le dernier s'est suicidé parce qu'il fallait vraiment pas que personne ne sache, ça allait demeurer un secret, on n'allait pas trouver ça. Mais ça me fait penser un peu à la même légende que Gengis Khan aussi, hein? On est dans la même catégorie, sauf qu'il y a beaucoup plus de monde qui ont travaillé sur ce tombeau-là. Ça a été beaucoup plus long parce que Gengis Khan n'a pas voulu recréer le monde dans un univers souterrain pour être immortel. Légère différence. On n'est pas tout à fait dans la même vision, mais l'idée que le tombeau soit secret, ça, c'était important parce que c'est sûr qu'il y a beaucoup de richesses qui doivent accompagner tout ça. Il y a des objets, d'ailleurs, là, en jade et autres qui ont été découverts autour des fosses et tout ça, parce qu'aujourd'hui, c'est un immense site. C'est vraiment gigantesque, là. Il y a le monticule principal où se trouverait le tombeau en particulier. Il y a eu beaucoup d'analyses récemment avec du géoradar, du lidar, et on voit clairement là, que ça s'annonce pour être spectaculaire, mais on ne le fouille pas. C'est ça qui rend ça magique, c'est que pour l'instant, peut-être qu'on le verra jamais de notre vivant, ce tombeau-là, parce qu'on sait que, bon, si on veut le préserver tel qu'il est, et s'assurer que ça s'effrite pas, que tout ce qui est à l'intérieur soit préservé, incluant le corps de Qin Chuang, ce qui serait quand même assez impressionnant. Présentement, les archéologues chinois, en fait, il y a des équipes internationales qui aident les Chinois dans le travail sur ce tombeau-là et sur l'armée de terre cuite, la préservation et tout ça. Ouvrir ça prendrait vraiment des meilleures technologies pour s'assurer qu'on est capable de tout enlever rapidement, de bien préserver, empêcher le travail des bactéries, de l'air et tout ça, de désagréger tout ce qui pourrait se trouver à l'intérieur, parce que là, il y aurait du tissu, il y aurait plein de choses. C'est que tant que c'est scellé, c'est probablement encore en état. Le jour où on ouvre ça et que l'air arrive, on est dans le trouble. Alors, c'est un peu la raison pour laquelle, oui, les nouvelles technologies nous permettent de faire une espèce de radiographie de ça. La concentration de mercure semble hallucinante. Qui est le premier empereur chinois? Le premier empereur chinois, donc on l'appelle Qin Chuang. Là, encore une fois, vous allez dire pourquoi elle dit Qin alors que ça s'écrit Q-U-I. Ben c'est ça. Dans mandarin, les sons avec un Q, je le prononce même pas comme faux, mais disons qu'avec notre mandarin très pauvre au Québec, on va plus avoir tendance à prononcer Qin Chuan. C'est un homme qui va essayer pour la première fois d'unifier cet immense territoire qu'est la Chine. Parce que bon, avant lui, il y a quand même eu des royaumes, il y a eu des empereurs. Encore une fois, vous êtes maniaque de wuxia, de séries chinoises, de romans, d'arts martiaux, de l'époque de l'âge d'or. C'est un style littéraire et un style maintenant télévisuel très populaire. Là. C'est une espèce de maître en arts martiaux qui se promène un petit peu dans l'univers de la Chine et qui explore les différents royaumes. C'est que pendant longtemps, on a des territoires qui sont morcelés. Tu as différents petits royaumes un peu partout. C'est immense, la Chine. C'est le premier à avoir réussi par la force d'une grande armée à aller conquérir tous les royaumes voisins. On parlait des 7 États rivaux. Tu sais, ça peut être bien populaire aussi, d'ailleurs, si vous voulez écouter des films de Kung Fu, des choses comme ça, là, dans l'Antiquité, là, les 7 royaumes ou les 7 États rivaux, tu sais, ça fascine énormément. Et l'objectif de Qin Chuang, ça a été, on est quand même au 3e siècle avant notre ère, ça a été de faire le premier empire unifié de la Chine. Fait que, tu sais, c'est quand même pas rien. Il va réussir à devenir vraiment
rend empereur en 221 de notre ère, donc il va régner par la suite à peu près 11 ans. Donc, en termes de règne comme empereur, 221-210 avant notre ère, là, pour vous aider à vous situer un peu. Et c'est ça, en 221, ben, c'est le tournant majeur où il va réussir à développer beaucoup de techniques de guerre assez impressionnantes pour l'époque, des techniques d'infanterie qui vont lui permettre de dominer littéralement les États rivaux et à faire la conquête de chacun des autres royaumes et donc à devenir l'empereur de ce qu'on pourrait appeler la Chine. C'est sûr qu'il a été reconnu, tu sais, pour l'équipement qu'on voit d'ailleurs sur son armée de terre cuite avec les espèces de cuirasses, mais qui semblent donner une certaine liberté de mouvement à ses soldats. Il a beaucoup investi, en fait, aussi dans tout ce qui s'appelle comment on peut attaquer en utilisant l'environnement naturel. Donc, ça veut dire que c'est quelqu'un qui a beaucoup planifié avec ses stratèges militaires. Bon, ben si on attaque tel royaume, bon, il y a des montagnes, y a-tu des cours d'eau qu'on pourrait utiliser où on pourrait, dans le fond, arriver par le cours d'eau avec nos chevaux, puis on saurait pas qu'on arrive par là. Il y a beaucoup d'attaques un peu sournoises, en fait, qui vont se dérouler à ce moment-là, mais c'est surtout qu'on va avoir des militaires très entraînés, c'est une armée de métier où les gens vont être fidèles à leur empereur d'ailleurs, prêts à mourir pour lui. Ça sera pas... ça va arriver beaucoup. Et où on n'hésitera pas à tuer énormément aussi pour avoir le pouvoir. Donc, c'est un peu une armée de terreur, l'armée de Qin Shi Huang aussi, qui va lui permettre de dominer ses rivaux. Et c'est ce qui va faire en sorte qu'en 221, ben, il va s'imposer comme empereur. Et comme il va devenir empereur, c'est un homme qui est très lettré pour son époque. C'est un homme qui est très cultivé. Il va faire quand même beaucoup de réformes du point de vue de la loi, du point de vue surtout de l'agriculture, parce que s'il y a un empire, qu'est-ce qui est toujours important? Le nerf de la guerre, c'est le ravitaillement. Donc, c'est nourrir une population, mais c'est s'assurer que l'armée, elle va être forte si elle est bien nourrie aussi. Alors, c'est sûr qu'il y a eu beaucoup sous son règne de travaux d'irrigation majeurs et d'amélioration, en fait, de l'agriculture, de la gestion des taxes, des impôts, mais ça s'est fait avec une dureté aussi. Donc, on le voit un peu comme un dictateur dans sa façon de s'imposer au niveau des lois. Ça fait pas son affaire, ben tu meurs. Tu sais, c'est aussi simple que ça. C'est pas le plus gentil. C'est ça, il y avait pas tant de négociations. Non, pas tant. Et c'est sûr que, un peu à l'instar de l'Empire romain, ben, il a compris que ce qui lui a permis aussi de pouvoir faire les conquêtes qu'il a fait, c'est oui l'étude du terrain, mais c'est construire des routes pour que ses armées puissent se déplacer à cheval très, très facilement. Et ça s'est continué, en fait, comme travaux. Donc, les plus gros travaux routiers des débuts de l'histoire de la Chine, c'est vraiment à lui qu'on les doit, là. Et une organisation aussi militaire, on va vraiment avoir les corps d'infanterie, une charrie, donc d'autres qui vont circuler sur des chars et tout ça, bon, qui vont utiliser des arcs et des flèches parce qu'il y a différents types d'armes aussi qui vont être utilisées. On va avoir une plus grande diversité, en fait, du point de vue des armes qui vont être utilisées. Et c'est sur la cavalerie. Donc là, c'est vraiment les chevaux, en fait, qui deviennent comme le moteur aussi de cette armée-là. Donc, c'est un homme qui a une vision, je dirais, d'avenir très moderne parce qu'il a introduit la monnaie pour les gros échanges commerciaux. Comme je disais, bon, il va arriver avec des lois plus claires qui vont maintenant couvrir l'ensemble de la Chine, mais si on ne respecte pas ce qu'il demande, c'est par contre, les punitions sont terriblement sévères et c'est pour ça qu'il est aussi vu comme étant quelqu'un de très, très dur. Et c'est quelqu'un qui va commencer à l'échapper à un moment donné. Plus on avance dans son règne, moins il va bien parce qu'il va avoir une obsession maintenant qu'il est empereur, qu'il a réussi quelque chose qui a été considéré peut-être comme étant surhumain. Tu vois, c'est là que je te dis qu'il faut faire attention aussi quand on lit, mettons, Sima Qian et autres, c'est qu'il y a des gens qui ont des lubies comme ça, puis pour nous, on est comme, ben voyons, tu sais, c'est pas vrai. Non, lui, il avait vraiment cette lubie qu'il était un être suprême et qu'il allait régner sur la Chine à tout jamais. Donc, il voulait l'immortalité. Et il faut dire que les Chinois, dans l'Antiquité, encore une fois, je te parle, tu sais, de tout ce mélange de traditions philosophiques qui ont commencé à arriver dans la Chine de l'Antiquité avec, ben, c'est ça, le mélange, il y a eu Confucius, qui est peut-être un philosophe plus clair, là, tu sais, je veux dire, bien assis dans sa réflexion, mais c'est mélangé à ça le bouddhisme, et c'est mélangé à ça aussi ce qu'on appelle le taoïsme. Et ces trois philosophie-là, ben, amène toujours cette idée que, tu sais, quelqu'un qui médite et qui est un grand méditateur et qui s'isole dans le calme peut atteindre des super pouvoirs d'une certaine façon. Donc, Sima Qian est convaincu, mais beaucoup de monde à l'époque sont convaincus que l'immortalité existe, qu'il existe un élixir d'immortalité. Ça, c'est des mythes qu'on va voir partout. Mais c'est ça que j'allais dire, c'est quand même un thème récurrent, là, parce que je me souviens, c'est quoi, les alchimistes aussi, là, essayaient d'avoir la pierre qui rend immortel. C'est récurrent
dans les époques. La pierre philosophale, ouais, avec Nicolas Flamel, entre autres. Oh oui. Il en parle dans Harry Potter. De Harry Potter, ouais, Nicolas Flamel et la pierre philosophale. Les Chinois, eux, avaient à cette époque-là cette idée que le mercure, qui est un métal étrange, hein, tu sais, qui a des propriétés étranges, était probablement la solution pour l'immortalité. Et Sima Qian nous raconte que le premier empereur, donc Qin Shi Huang, avait demandé à des gens de parcourir le monde pour trouver l'élixir d'immortalité. Il a investi énormément là-dedans et il va manger au cours de sa vie des espèces de gâteaux au mercure. Oh mon pensant Dieu. que ça va le rendre immortel. Dans les faits, ça l'a rendu cinglé. Ça a joué sur sa... C'est sûr que ça n'a pas aidé, je dirais, à sa sanité mentale de manger des gâteaux de mercure comme ça. Et c'est pour ça aussi qu'il y a des rivières de mercure dans le tombeau, c'est que c'est le symbole de l'immortalité pour la Chine à cette époque-là. Donc, non seulement il veut être immortel, mais il se dit, j'amène avec moi, si je meurs, je continue à vivre un peu dans l'image un peu à l'égyptienne et autres, dans les souterrains, avec l'univers autour de moi. C'est pour ça que là, on a juste les fosses à peu près de fouiller sur 56 mètres carrés de superficie, là, juste pour te donner un exemple. Puis, le tumulus du tombeau, c'est une cinquantaine de mètres de hauteur. Ça, c'est pas ouvert, c'est même pas fouillé. Là. En même temps, à quel point son armée et tout, ils ont dû être contents qu'ils fassent des soldats de terre cuite et non pas des « je meurs ». Tout le monde meurt avec moi et nous allons vivre éternellement. Ben, il y a des gens qui l'ont suivi. On sait qu'il y a de ses concubines et tout ça qui ont été enterrées avec lui, de ce qu'on en sait. Donc, quand on va ouvrir ce tombeau-là, qui devait le servir pour l'éternité, il est parti avec quelques personnes. Pas un nombre impressionnant, mais il est parti avec quand même quelques-uns de ses serviteurs et surtout de ses concubines, de ses servantes. Ce sont les femmes qui ont écopé un peu de ça. Pour l'instant, ce n'est pas ouvert! Donc, le site est là, mais ce n'est pas ouvert. On a juste, en fait, des relevés de géoradar et surtout des carottes qui ont été prises dans le tumulus et la concentration de mercure est hallucinante. Donc, l'idée qu'il y ait des rivières de mercure qui entourent le tombeau qui serait au centre, comme sur une île, d'après la description de Sima Qian, ce serait ça. Il y aurait son espèce de palais qui est son tombeau et le corps de Qin Shi Huang. Puis autour, il est entouré de rivières de mercure qui rappellent les rivières de son territoire. Là. Tu sais, je veux dire, c'est un peu fou comme projet, mais les derniers relevés qu'on a donnent l'impression que c'est probablement très proche de la réalité, ce qui se trouve en dessous. Donc, on voit cette folie, en fait, se transposer dans les travaux pour construire cette espèce d'immense tombeau. Donc, d'après Sima Qian, on parle de 36 ans pour construire sa nécropole quand même. Et lui, il parle de 700 000 personnes. Mais attends, mais 36 ans après le décès de l'empereur ou les travaux ont commencé de son vivant? De son vivant avant même qu'il soit empereur. Donc, on voit qu'il était déjà sûr qu'il allait finir par gagner, l'emporter et être un premier empereur. Donc, c'est des travaux qui ont été très, très longs. Donc, avant même qu'ils réussissent à unifier la Chine, ces travaux-là avaient commencé. Et Sima Qian nous parle de 700 000 ouvriers qui ont travaillé pendant 36 ans à construire tout ça. Qin Shi Huang est aussi celui qui, pour protéger son territoire, est un peu à l'origine, pas de la Grande Muraille, mais du tracé de la Grande Muraille. Parce qu'à son époque, c'est de la terre battue, c'est pas du tout ce que vous voyez aujourd'hui, mais on voit cette idée là, d'enclaver son univers. Autant dans le tombeau que dans le réel. Déjà, juste savoir la qualité des soldats de terre cuite, on commence à réaliser que tout ça est possible. OK? Et ce que Sima Qian nous raconte, c'est que les ouvriers qui ont préparé le tombeau final et qui ont assisté à l'enterrement, donc c'est sûr qu'il y a des gens qui ont assisté à son enterrement quand il est décédé, en plus de ses concubines, comme je vous disais, ont tous été emmurés vivants pour que les secrets de la construction du tombeau ne soient jamais divulgués. Parce qu'on sait qu'il serait dans une chambre de funéraire de bronze et qu'il serait au centre d'une carte de son empire. Les rivières de mercure et tout ça, avec la pierre, c'est supposé faire comme une espèce de carte géographique vue du ciel. Donc, c'est quand même assez impressionnant comme structure, mais on n'en sait pas plus en ce sens que là, on l'a pas ouvert. Fait que voilà un peu cette imagerie d'un homme qui a été à la fois très ingénieux et très moderne et en avance sur son temps du point de vue militaire, du point de vue économique, donc dans les travaux agricoles, du point de vue même de la numismatique et tout ça, et surtout donc de tout ce qui a un lien avec les routes, le militaire, etc., mais qui, de l'autre côté, a cette obsession d'immortalité qui amène un autre genre de construction et de réalisation aussi en même temps. C'est un personnage fabuleux et c'est sûr que si un jour on peut avoir accès à son tombeau, je veux dire, il y a une grosse excitation autour de ça.
Mais si les fouilles ont commencé en 1974 puis que c'est pas encore fini puis qu'ils découvrent encore des endroits, mais à quel point c'est immense comme 56 mètres carrés de protégés, là, tu sais, qui représentent de ce qu'on pense qui représente les endroits où il y a des choses à trouver. Et on a trouvé aussi des gens qui ont été tués, peut-être par l'empereur, qui ont été enterrés dans des fosses aussi. Est-ce qu'ils représentent justement des victoires militaires ou des choses comme ça? Il nous manque d'informations, mais il y a des gens décapités ou qui sont morts de morts violentes qui ont été trouvés aussi sur le site dans des fosses, des squelettes là, qui ont été trouvés aussi. Mais c'est sûr que là, ce qui est fouillé, on n'est vraiment pas rendu au tumulus, pas en tout, là. Mais ce sont les 200 puits, les 200 fosses qui contiennent la fameuse armée de terre cuite. Et elle est hallucinante, cette armée-là, parce que les soldats, il y en a aucun qui est habillé exactement pareil, il y en a aucun qui a la même arme, il y en a aucun qui a les mêmes traits de visage, il y en a qui ont un peu de barbe, il y en a qui en ont pas, tu sais, ils ont pas les mêmes traits. Et il faut comprendre que c'était entièrement coloré à l'origine. Il en reste des traces de couleur sur plusieurs, d'ailleurs. Quand la Chine en prête à des musées internationaux, on l'avait eu au Musée des Beaux-Arts à Montréal, c'était fabuleux, on en avait reçu avec des traces de couleur pour qu'on voit le rouge, le mauve, le bleu. De penser à ça entièrement coloré, c'est pas du tout la même vision que ce qu'on voit, parce que c'est sûr qu'avec la peinture, il dessinait les moustaches, tu sais, il donnait encore plus d'unicité à chaque militaire, donc c'est complètement fou quand tu y penses. Donc, est-ce que tu penses que chaque militaire a eu sa statue? Tu sais, ou c'était vraiment inventé un visage? En fait, c'est qu'on sait comment ils ont été faits, fait que plus ou moins. Dans le fond, ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que ça a été fait là, avec ce qu'on appelle un peu la technique, on appelle, bon, on va dire de la cire perdue. Ça veut dire que tu vas faire dans la cire le moulage de la tête en 3D, OK? Puis autour, tu vas venir faire ton moule de terre cuite. OK? Ça veut dire qu'autour de ce qui est sculpté en 3D dans la cire, on va venir mouler la terre cuite tout autour pour être sûr que ça prenne toutes les formes de la cire, les tours des yeux et tout ça. Et par un trou sur le dessus, généralement, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va venir verser, bon, c'est comme ça qu'on fait les sculptures de bronze. Là, c'est pas du bronze qui était versé, ça peut être tout simplement même de l'eau bouillante qui pouvait être versée. Mais le but, c'est que la cire se désagrège et que la marque de tous les détails de la cire s'imprègne dans la terre cuite qui, elle, va sécher comme ça. Et là, ce qu'on réalise, c'est qu'il y avait à peu près 6 modèles de visages différents. Même chose à vrai pour les torses et tout ça, puis ils mélangeaient ça. Fait qu'ils produisaient à la chaîne d'une certaine façon dans une fabrique et après ça, ben, ils les agençaient. C'est pour ça que ça prend 36 ans. Écoute, c'est fait à la main, là. C'est pas, on n'est pas travail à la chaîne. C'est pas usiné, non, c'est pas usiné, puis ils sont à peine un peu plus grands que grandeur nature, tu sais, je veux dire, c'est gigantesque, puis il fallait peindre ça après, ça veut dire que là, après ça, il y a des gens qui venaient faire les peintures et tout ça pour les armures, pour tout. Les armes sont réelles aussi, c'est sûr qu'il y a une bonne partie qui sont désagrégées parce que le métal, en contact avec l'air, c'est une horreur, mais c'était déjà désagrégé pour la plupart à l'intérieur, il en reste quelques-unes qui sont en correct état, là. Et d'ailleurs, c'est dans les plus récentes analyses, essayer de comprendre les métaux qui étaient utilisés pour les armes dans ce tombeau-là. Donc, ça donne une impression de réalisme qui est complètement fou. Même les chevaux n'ont pas les mêmes expressions, n'ont pas les mêmes positions parce qu'il y a la cavalerie est là. Enfin, on a tous les corps. On a la charrerie, on a la cavalerie, on a l'infanterie à pied. Et c'est sûr qu'aujourd'hui, ben, ils ont fait un musée au-dessus. Ils ont fait comme une espèce d'entrepôt pour en protéger une partie, mais les gens ne voient pas toute la collection, là. Ils voient la partie qu'on voit toujours en photo, encore dans les fosses où ils sont debout et tout ça. Mais il y en a beaucoup aussi qui ont été amenés en laboratoire pour être analysés. Fait que tu sais, c'est gigantesque. La folie de l'homme, jusqu'où ça peut mener quand t'es assez puissant pour que tout le monde travaille pour toi, puis qu'ils ont peur de toi, qu'ils vont le faire, qu'ils mettent un temps complètement fou là-dessus. Et ça vient redorer l'image de la Chine ancienne aussi, à quel point ils étaient en avance à bien des égards du point de vue artistique et tout ça. D'ailleurs, il y a, et ça, vois-tu, je ne suis pas d'accord. Ça, je te parlais de la technique de la cire perdue. Il y a une théorie qui est ressortie récemment comme quoi on sait que peut-être à cette époque-là, des Grecs de l'époque hellénistique, parce que si on fait le parallèle avec la Méditerranée au même moment, on est vraiment à l'époque des royaumes hellénistiques. Donc, après la mort d'Alexandre le Grand, le territoire est divisé, on a des grands souverains gréco-macédoniens, les Ptolémées en Égypte, mais on va avoir les Séleucides ailleurs, bon, etc. Et ce qui va
va devenir un jour la route de la soie, il y a des contacts là, qui vont se faire. Alexandre le Grand, c'est quand même rendu en Inde, là, tu sais, je veux dire, c'est pas surprenant. Mais c'est que là, il y a des chercheurs qui ont dit, ben, les Chinois pouvaient pas atteindre ce degré de perfection en sculpture, c'est les Grecs qui leur ont enseigné. Et ça, là, ça a créé un clash, un débat historique et artistique et tout ça, en disant, ben, écoutez, les Chinois étaient tout à fait capables, étaient très en avance sur leur temps avec le papier, avec tellement de choses, tu sais, mais c'est comme si, oh non, c'est la Chine, tu sais, c'est sûr que c'est les Grecs qui ont amené la technique de sculpture. Je ne suis pas d'accord, parce que quand on regarde quand même les récentes découvertes archéologiques qui ont été réalisées dans la même région que l'armée de terre cuite, on vient de découvrir des tombeaux d'un royaume, de ce qu'on appelle les royaumes du printemps et de l'automne. C'est des beaux noms à la Chine. Oui. Ils ont tout le temps des beaux noms, c'est très, très imagé, ou qui précèdent en fait l'époque de Qin Shi Huang, où on a trouvé des masques funéraires en or d'une qualité exceptionnelle et tout ça, mais on voit un style qui est très oriental, on ne voit pas du tout de style occidental là-dedans, donc la technique, la maîtrise artistique, elle était là. C'est quelque chose qui est un peu décevant de voir cette espèce de volonté des fois de l'Occident de dire on était plus en avance que la Chine. C'est comme une volonté de montrer qu'il y a une suprématie de l'Occident sur l'Orient. Mais t'en avais déjà parlé aussi dans un autre épisode avec les pyramides. C'est ouais. Comme si les Égyptiens pouvaient pas avoir construit les pyramides. Mais Stonehenge, ça, on n'en doute pas, par exemple. Tu sais, c'est ça. Il y a cette espèce de bizarrerie, de préjugés qui existe dans le monde de l'histoire et de l'archéologie des fois. Puis souvent, c'est une petite poignée, même pas de chercheurs, peu importe le niveau qu'ils sont, mais les médias se disent « Ah, c'est bien donc cool », puis vont donner beaucoup de poids à ça. Et là, ben malheureusement, ça force les Chinois à faire des articles scientifiques là-dessus, à essayer de démontrer que c'est pas le cas. Tu sais, ça place pas la Chine dans une situation qui est le fun. Puis là, ici, on est au-delà, tu sais, faut aussi, du point de vue de l'archéologie, des techniques archéologiques et tout ça, on a beaucoup à apprendre de la Chine, ils sont très avancés, ils travaillent très bien. Puis justement, c'est la raison pour laquelle eux autres, ils l'ont pas ouvert le tombeau. Si ce tombeau-là avait été en Occident, on l'aurait peut-être ouvert, tu sais. C'est ça que je te dis. Peut-être qu'on aurait été, on n'aurait pas eu cette idée de toute façon, puis je vais me réincarner, puis je le verrai dans ma prochaine vie. Tu sais, on n'a pas cette vision-là des choses où le temps, notre perception du temps n'est pas la même. Il y a un peu de ça, hein, derrière cette idée, ben regarde, pour l'instant, on l'ouvre pas, puis au pire, ben, je verrai ça, je serai dans une autre vie. Tu sais, il y a toujours cette espèce de vision qui est un peu derrière, mais ils sont très avancés du point de vue de l'archéologie, puis ce qui se fait sur l'armée de terre cuite, les analyses et tout ça, les découvertes qui viennent de se faire là, sur les tombes du royaume du printemps, de l'automne, c'est parce que ces temps-ci, tu sais, il y a quand même, bon, Epoch Times qui circule, il y a beaucoup de choses anti-Chine, surtout depuis la pandémie, tu sais, il se passe beaucoup de choses politiquement, où on voit la Chine comme étant le gros monstre dans toute chose. Je dis juste faisons la part des choses. Il y a la politique, il y a un gouvernement, une dictature et tout ça, oui, mais il y a aussi des gens qui, au-delà de leur système politique, font une super job. Ils font des bons articles scientifiques, collaborent avec les Américains et tout ça parce que ce qui les motive, c'est quoi? Qu'est-ce qui les unit? C'est la science. Et ça, c'est là. Et je trouve que c'est important de le mentionner parce que des fois, les gens disent « Ah non, ben là, la Chine, ces temps-ci, ben, ils font un excellent travail du point de vue de l'archéologie, honnêtement. Donc, ça, je tiens à le mentionner. Surtout sur tout ce qui se fait avec l'armée de terre cuite. Mais tu parlais aussi tantôt de la muraille de Chine. Il peut pas avoir fait l'armée de terre cuite et la grande muraille de Chine, là, comme un moment donné, assez de réalisation pour un seul homme. Comment ça a commencé, la grande muraille de Chine? Probablement 400 000 personnes qui sont mortes sous son règne aussi à essayer de faire sa muraille. La grande muraille de Chine, on va plonger là-dedans, ça me dérange pas. On ouvre la porte, let's go! Elle parle de Qin Shi Huang qui arrive justement à faire l'unification d'un premier empire chinois, mais je veux dire, il y a plein de monde qui habite les territoires en périphérie, tu sais, je veux dire, ça bouge, là, je veux dire, il y a une grosse population dans ces secteurs-là, et c'est sûr qu'à un moment donné, il fallait mettre une limite géographique aussi à l'empire, et c'est ce qui explique que la mer de Chine devient vraiment importante, là, tu sais, au niveau de la protection du port, du commerce maritime, portuaire, etc. Et ça, c'est un peu le lien de départ pour construire cette espèce de muraille qui, à l'origine, c'est des monticules, là, c'est des buttes de terre battues, mais qui vont permettre aux soldats de pouvoir monter dessus pour faire de la surveillance et pour tirer si quelqu'un se trouve en contrebas. Donc, c'est surtout le monticule de base, la hauteur pour avoir une fortification qui est de l'époque de Qin Shi Huang. Et au fil du temps, ben, les autres dynasties qui vont suivre, ben, à certaines époques, on y touchera pas. Elle est là, elle tient le coup, mais on en a plus ou moins besoin parce qu'à un moment donné, ça va se refragmenter aussi. La Chine va
va y avoir différents royaumes. Et donc, c'est comme une histoire un petit peu, je te dirais, en dents de scie. Qin Shi Huang est vraiment celui qui pense le tracé d'origine avec ses équipes. Elle tombe un petit peu, je te dirais, en ruine au fil du temps. Et c'est vraiment lorsqu'on arrive à l'époque, pour nous, de la fin Moyen-Âge Renaissance, qui est l'époque de la dynastie Ming, les fameux Ming, qui sont associés à tout ce qui est l'esthétisme au niveau de la porcelaine, de l'architecture et tout ça. La dynastie des Ming, c'est fabuleux. Là, on est au 14e, 17e siècle. Ce sont les Ming qui, dans le contexte aussi, bon, la Chine a vécu les invasions mongoles. C'est une grosse période, ça aussi. On veut mieux protéger le territoire. C'est là où on va reprendre essentiellement le tracé de Qin Shi Huang, mais on va aller encore un petit peu plus loin en termes de superficie et qu'on va le faire en maçonnerie. Et là, on va avoir ce qu'on appelle aujourd'hui le dragon. qui est la muraille de Chine qui épouse les montagnes et tout ça pour vraiment protéger l'Empire à l'époque des Ming, justement des invasions, et protéger aussi une partie du commerce de ce qu'on appelle la route de la soie. Qui est très importante à cette époque-là aussi. Et donc, ça donne, c'est ça, vous allez voir, bon, pourquoi des fois ils vont dire que c'est plus de 6000 km, pourquoi des fois ils parlent de plus de 8000 km, c'est que si on prend juste le côté maçonnerie, on va parler d'à peu près 6002, 6003 km. C'est énorme. Mais si on prend aussi les anciens monticules de Qin Shi Huang, ce qui n'est pas en maçonnerie, mais qui est encore des monticules de terre qui sont toujours restés parce que ça avait été bien fait, on dépasse le 8000 km de long. C'est immense, là! C'est immense! C'est une des plus grandes constructions, tu sais, je veux dire, oui, bon, l'idée qu'on la voit de la Lune, ça, c'est une chose, là, mais, tu sais, je veux dire, essentiellement, tu sais, c'est pas mal une des plus grosses constructions qui a été construite par l'être humain en termes de superficie. C'est surtout impressionnant que malgré toutes les années, tous les siècles, ça existe encore et on peut aller dessus, là, tu sais, c'est pas... moi, c'est ça que je trouve incroyable, là. Oui, tu peux aller dessus, puis tu sais, la hauteur des murs, ben ça ressemble quand même à beaucoup de forteresses. Par contre, la hauteur des murs, c'est assez classique, là, je te dirais, si je regarde même ce que faisaient les Mycéniens bien avant ou des choses comme ça, on va jouer avec du 6-7 mètres de hauteur. Donc, ça, c'est impressionnant, t'es sur une montagne, mais en plus, t'as 6-7 mètres de hauteur de maçonnerie, tu sais, pour te tenir sur le dessus pour pouvoir justement voir venir les ennemis et attaquer si nécessaire, parce que tu sais, t'as des tours de surveillance, il y a plein de choses. Là, on est vraiment dans de l'architecture militaire moderne, rendue à l'époque des Ming. Qin Shi Huang, c'est un tracé, c'est surtout l'idée de protéger, d'encercler la Chine. Les Ming en font vraiment un ouvrage de bastion, là, on est de protection et aussi d'attaque si nécessaire. Fait que c'est ce qui fait qu'on peut passer dessus à cheval, à pied, on peut faire n'importe quoi. Le défaut de ça, c'est que là, présentement, depuis quelques années, elle a commencé à se dégrader parce que le tourisme en Chine est quand même devenu assez impressionnant. Les compagnies d'un peu partout dans le monde qui font des voyages organisés et tout ça, parce que la Chine étant très mystérieuse, il y a eu un attrait vers la Chine de gens de partout dans le monde et c'est sûr qu'ils veulent voir, c'est toujours ça dans le tourisme, c'est que tu veux voir ce que tu connais, puis tu connais pas grand-chose, c'est que tu veux voir la Grande Muraille, puis alors qu'il pourrait y avoir tant de choses fabuleuses autour, et l'armée de terre cuite, ciao bye, je m'en vais ailleurs, tu sais. Et faut dire que le tourisme local aussi est très, très, très important. Donc, présentement, là, les gens sont de retour sur la Grande Muraille, mais qui est là? Ce sont les Chinois. Mais je veux dire, c'est immense, la Chine. Donc, il y a des gens dans leur vie qui, s'ils vont pas habitent pas cette région-là, ben c'est du tourisme local, là, tu sais. Ils vont aller visiter la Grande Muraille comme nous autres. Des fois, on se dit, ben je vais aller à Tadoussac, tu sais. Je suis jamais allée. Je suis allée faire le tour de la Gaspésie. Tu sais, mais imagine, c'est fois 1000 en termes de superficie de territoire, tu sais, c'est gigantesque. Si tu habites Hong Kong ou Canton puis que tu vas aller voir ça, tu sais, il y a quand même, tu fais pas ça tous les jours, là, je veux dire. Donc, le problème, c'est que là, il y a tellement de monde qui veulent aussi, parce que oui, on a nos réseaux sociaux, tu sais, on a nos influenceurs, Instagrammeurs, tu sais, sur Instagram, il y a certaines vues de la Grande Muraille qui sont très populaires, puis les gens veulent atteindre ce spot-là, prendre la vue des montagnes en arrière, tu sais, c'est des zones bien précises sur la Grande Muraille, fait que c'est des motons de monde. Tu sais, ce que tu vois pas sur la photo, là, c'est qu'il y a probablement 50 personnes derrière qui veulent prendre exactement la même photo puis qui attendent en arrière. Et ça a fait en sorte que la muraille a commencé à se dégrader dans les dernières années. La pollution en Chine, jumelée à un tourisme de masse, c'est devenu un facteur aggravant. Donc là, la pandémie a donné vraiment un coup de main pour des travaux de restauration, d'ailleurs, pour essayer de la protéger un petit peu parce que, wouhou, ça va pas super bien. On a parlé du surtourisme, justement, dans notre épisode sur le tourisme. Ça a été un peu le même phénomène à Venise. La pandémie a permis à plusieurs sites excessivement touristiques de respirer, de se ressourcer, j'ai envie de dire. Mais est-ce qu'on peut visiter la Grande Muraille de Chine au complet? Il
Il y a des sections, en fait, qui sont trop dégradées. Donc, non, tu peux pas la marcher complètement. Il y a des secteurs, en fait, où il y a des bouts d'effondrés ou des choses comme ça, là, qui vont être en réparation. Puis, il y a des secteurs, de toute façon, que la Chine ne veut pas que les gens voient. Des fois, parce qu'il y a des anciennes inscriptions. Il y a encore de l'archéologie qui se fait parce qu'il y a des travailleurs qui ont laissé des inscriptions aussi, des fois, sur des pierres et tout ça. Donc, il y a des zones qui ne sont pas accessibles pour cette raison-là, entre autres. Comme quoi? Quel genre d'inscription? J'ai complété la section 6, mettons, du mur. Donc, des fois, il y a des petits graffitis comme ça qu'on commence à peine à découvrir parce que le nettoyage, d'ailleurs, des pierres, des fois, révèle des petites inscriptions comme ça en mandarin qui n'avaient jamais été vues parce qu'elle est énorme, la muraille. Fait que, tu sais, sculpter chaque pierre, c'est comme impossible. Fait qu'il y a beaucoup de travail en ce sens-là aussi qui se fait. Puis, il faut dire qu'en Chine, ils ont un réseau social parce que les autres, ils n'ont pas Facebook, là, tu sais. Bon, pour l'avoir vécu, là, t'arrives en Chine, là, t'ouvres ton cell, là, t'es désemparé. Tu sais, Google ne marche pas. Google n'est pas un permis en Chine. Fait que tu peux pas aller sur Google. Faut que tu ailles sur Safari. Puis encore là, il marche moyen si tu cherches quelque chose parce qu'il y a la censure. Fait qu'il y a beaucoup de sites auxquels tu n'as pas accès. T'as pas Facebook. Facebook n'est pas, ça marche pas. Fait que les autres utilisent WhatsApp quand ils veulent communiquer avec toi. C'est souvent ce qu'il y a de mieux. Mais eux ont une plateforme, en fait, de chat qui est vraiment très, très populaire, qui s'appelle Weibo, Weibo, en fait, ça, je le prononce comme du monde, où, ben, justement, tu sais, les influenceurs chinois vont aller dans l'espoir de se faire remarquer pour avoir des contrats de publicité et tout ça. Puis la Grande Muraille, là, elle est overexposé là, dans ce contexte-là. Donc, si ça vous intéresse, Weibo a des petites traductions en anglais, si mettons vous trouvez sur des acteurs chinois ou des choses comme ça, ils sont tous là-dessus. Nous, on le voit peut-être moins justement parce qu'on est sur Instagram. Il y en a des Chinois sur Instagram, mais là, ils sont vraiment sur Weibo. C'est là que ça se passe, là, et ça contribue, je dirais, à ces gens-là veulent être remarqués le plus dans le monde oriental, parce que c'est l'Asie, là, je parle de la Chine, mais tu sais, ça touche le Vietnam, Weibo, la Corée, tu sais, bon, ça va très, très loin, Singapour, et tout ça, fait que, tu sais, je veux dire, c'est des millions et des millions de personnes qui voient ces photos-là puis qui peuvent des fois, justement, donner des contrats publicitaires, fait que ça fait en sorte qu'elle est encore une source de marchandisation, même depuis que la pandémie est en train de se terminer. Là, c'est pas fini ça pour la muraille de Chine. Là. Moi, j'avais lu dans un article qu'il y a des gens qui habitent la muraille à certains endroits ou qu'il y a des villages qui se sont comme construits à partir de... Ben oui, c'est normal parce que je veux dire, elle a une histoire qui est tellement longue qu'à un moment donné, je veux dire, les communautés se développent. Fait que oui, t'as des communautés villageoises, t'as des gens aussi qui font de la surveillance parce que c'est sûr que tu veux pas qu'elle soit dégradée et tout ça, là, tu sais, un peu comme on fait avec le mur d'Adrien, il y a des gens qui font de la surveillance, même de nuit maintenant ces temps-ci, pour éviter qu'il y ait du monde qui aille avec des détecteurs de métaux, des choses comme ça. En Chine, le pillage archéologique, c'est aussi un problème. Donc, il y a ça, mais tu as aussi effectivement des communautés qui habitent le long des murs ou entre les murs parce que ça s'est développé au fil du temps, parce que la muraille, elle n'a pas été utilisée pendant autant de siècles. Tu sais, il y a des périodes où elle servait à rien, puis les gens qui voulaient profiter de la terre, ben l'ont fait. Puis il faut dire qu'à l'époque de Mao, on voulait étendre énormément la superficie des terres agricoles et tout ce qui était un symbole de la Chine historique avec la réforme culturelle, on faisait sauter ça. Là. Fait que on avait moins de respect, je te dirais, pour le patrimoine. Là. Fait que ceci explique un peu cela. Là. Parce que là, quand je te parle d'à peu près quasiment 8000 km, il y a du monde. Là, il y a beaucoup de choses entre. Là, c'est vraiment gigantesque. Puis est-ce qu'il y a eu des pilleurs, tu sais, est-ce qu'il y a eu des pierres qui ont été enlevées puis qui se sont retrouvées un peu partout? Combien ça vaut une pierre du mur de Chine? Écoute, on retourne revoir sur eBay, là, mais si tu fouilles sur eBay, il y en a qui en offrent. C'est un peu comme un morceau du mur de Berlin, des choses comme ça, tu sais, je veux dire, au plus fort la poche, si les gens croient que c'est un vrai morceau, c'est ça l'affaire, tu sais, il y a toujours un doute, est-ce que c'est vrai? Moi, j'en ai un morceau du mur de Berlin, hein. Ah oui? C'est qui t'a ramené ça? Non, c'est moi qui l'ai acheté à un monsieur qui avait à l'emplacement du mur, tu sais, parce qu'il y a encore certaines sections du mur là qui sont debout, fait que lui il était devant, puis nous on avait fait un petit tour guidé de la ville et il y avait vraiment des photos de lui en train de démolir le mur et là il vendait ça, mais tu sais peut-être aussi qu'il a épuisé tout son stock depuis 89 puis que là il nous vendait des vieilles pierres qu'il a ramassées dans un parking là, tu sais, j'ai aucune idée, mais j'en ai un. Ça se peut. Ben, tu sais, c'est ça. Oui, tu peux acheter ça. Tu sais, c'est comme tu peux acheter des pièces de l'époque romaine sur eBay aussi, tu sais, je veux dire, mais les moyens de vraiment savoir si c'est des pièces originales, tu sais, c'est toujours je dirais un coup de dé. Il faut être un très grand connaisseur, mais être un connaisseur de maçonnerie de l'époque des Ming.
bonne chance. C'est assez limité, hein, ouais. Surtout sur une photographie comme ça sur eBay. Fait que oui, il s'en vend. Là, je veux pas les prix. Allez voir, allez vous amuser avec ça, puis vous verrez. Mais le pillage est un problème parce que c'est un peu comme partout dans le monde présentement, l'histoire est mercantile. Qu'est-ce que ça veut dire, mercantile? Elle se vend. Mercantile, c'est qu'elle se vend. Elle sert à faire du profit, tiens. Et c'est sûr qu'il y a beaucoup de réseaux de marché noir. Autant les Chinois, les Russes, les Japonais sont friands de tout ce qui est précolombien parce que c'est très loin d'eux, puis sont prêts à payer des pilleurs en Colombie et ailleurs pour essayer de trouver du stock avant les archéologues pour leur collection fermée que personne voit, puis ils doivent se masturber dans leur petite salle quand ils rentrent là-dedans le soir en disant « Ouh, j'ai une collection pétrolière. » Comme les pilleurs d'œuvres d'art, hein? On en a parlé dans notre épisode sur la Joconde. Ben, c'est ça. Autant, il y a une fascination pour l'histoire de Chine hors Chine, qui fait en sorte que, surtout la dynastie des Ming, l'époque de la Grande Muraille, de par la qualité de l'esthétisme qu'il y a eu à cette époque-là, dans le domaine des arts, des antiquités, c'est très prisé, mais tout ce qui est très ancien aussi, tu sais, je veux dire, oui, l'armée de Tarku me fascine, mais c'est sûr qu'il y a d'autres vestiges de l'époque de Qin Shi Huang et d'avant et d'après, regarde ce qu'on a trouvé, bon, avec les royaumes du printemps et de l'automne. Fait que la Chine, de par l'étendue de son territoire, de par le fait qu'il y a beaucoup de communautés agricoles qui se trouvent sur ce qui était parfois des anciennes villes de l'Antiquité, ben, des fois, un fermier va labourer son champ puis il va tomber sur quelque chose, là. Et là, est-ce qu'il va avoir la présence d'esprit d'avertir les autorités ou est-ce qu'il va risquer sa vie presque? Est-ce qu'il pourrait se retrouver en prison et ne jamais en sortir? C'est la Chine. Est-ce qu'il va se risquer, tu sais, à essayer de le passer, justement, là, tu sais, sur les différentes plateformes commerciales en ligne? Parce que les Chinois sont très habiles avec ça. Fait que oui, il y a un problème de pillage, puis c'est sûr que le territoire est tellement grand, ils peuvent pas avoir des yeux partout. Et ça, ben, ça fait partie d'un problème majeur pour nos connaissances sur l'histoire de la Chine en général, jumelé au fait qu'il y a quand même une partie du patrimoine, malheureusement, qui a été détruit à l'époque de la révolution culturelle de Mao Zedong. Donc ça, c'est sûr que ça a beaucoup nuit, en fait. Et ça rend, justement, ces objets-là encore plus rares, encore plus uniques, avec une plus grande valeur sur le marché noir, je te dirais, des antiquités, là. Il y a une chance que Mao, il a pas découvert l'armée de terre cuite, là, parce que... Une chance. Tu sais, la date est tellement... 1974, c'est comme... Yes! Eh non, ça aurait pas été drôle, là, je veux dire. Non, ce site-là aurait probablement été rasé avec des bulldozers ou des choses comme ça. Tu sais, ça aurait pu ne jamais... tu sais, la vie fait bien les choses, là. Ça a été découvert à temps. Et voilà, là, le mystère, c'est encore une fois... le jour où on considérera qu'on a ce qu'il faut pour pouvoir, tu sais, creuser le sol, entrer, sans que, aussitôt que l'air entre en contact avec le site du tombeau, ben, éviter la dégradation de ça, parce que même le bronze, si sa chambre funéraire est en bronze, c'est pas long, là. Du bronze, quelques gouttelettes d'eau, un peu d'air, puis les bactéries se mettent là-dedans, ça va devenir vert en pas long, puis ça va commencer à tout se désagréger, là. Fait que voilà, c'est pour ça que c'est encore si mystérieux. T'es-tu fait rêver un peu, j'ai dit. Ben, vraiment, là, j'ai juste hâte qu'on termine pour aller sur Google, pour aller voir toutes les images de la muraille, de l'armée de terre cuite, quoi que j'en ai vu beaucoup, parce que la première fois que je t'avais entendu en parler, j'étais toute allée chercher ça, mais oui, ça donne le goût d'y aller, en fait, mais en même temps, tu m'as dit qu'il y avait du surtourisme, fait que je vais peut-être aller sur Google Earth. Est-ce qu'on peut aller sur pour Google la Earth Grande Muraille, oui, y a pas de problème. Armée de terre cuite, c'est sûr que les entrées sont contrôlées pour le musée, mais tu sais, il y a beaucoup de monde aussi quand ça va réouvrir. Evelyne, est-ce qu'il y a d'autres choses que tu voulais ajouter sur le premier empereur de Chine ou sur la Grande Muraille ou sur la Chine en général? La Grande Muraille, on pourrait en parler longtemps, mais tu sais, ça reste les constructions militaires à l'audio. Il y a ça aussi, tu sais, il y a quand même des limites. C'est plus facile de vous décrire des militaires que, tu sais, vous parler de maçonnerie. Puis de longueur, de murs et de bastions et tout ça. Non, ben écoute, on refera un épisode sur la Chine. Il y a tellement de choses. Je veux dire, justement, Confucius, mais aussi les femmes qui ont eu du pouvoir. Parce que tu vois, quand on va arriver dans l'Antiquité, tout ce qu'on pourrait appeler le tournant Moyen-Âge, ben, tu vas avoir la première femme, la seule vraie femme impératrice légitime, qui a été tout un personnage aussi, là, qui est Wu Zetian, là, il y a des femmes qui ont fait des choses vraiment cool. En fait, il y a eu des femmes pirates dans cette époque-là aussi, en Chine. Fait que, oui. Il y a plein de choses. L'armée de terre cuite, la Grande Muraille, c'est des clichés.
plus connues, mais je veux dire, il y a tellement de choses dans l'histoire de la Chine qui sont fabuleuses que on peut... si notre podcast vit longtemps, on va y retourner allègrement. Ben, les guerres de l'opium aussi. Ben oui, les guerres de l'opium, le thé, il y a plein de choses autour du thé, du commerce du thé, tu sais, il y a vraiment beaucoup de choses, mais oui, les guerres de l'opium, mais tu sais, au-delà de ça, tu vois, je te parlais tantôt des espèces de courants philosophiques, quand je te dis, tu sais, eux autres, ils se disent, ben tu sais, au pire, je verrai ça dans une autre vie, tu sais, notre perception des choses aussi n'est pas tout à fait la même, fait que tellement, la soie, la route de la soie, il y a quelque chose de tellement magnifique à faire avec ça aussi, tu sais. Voilà, le monde est vaste et il y a toujours de quoi apprendre, c'est ça ma conclusion. Ben, Evelyne, merci énormément de nous avoir partagé ton savoir. Ça m'a fait plaisir. Merci à vous à la maison de nous avoir écoutés et on se dit à très bientôt pour un autre épisode d'Evelyne et Gabriel font un podcast. Deuxième saison! Bye! Bye bye!